イラックは正しい。Yo yo yo les humains, bienvenue dans ce nouvel épisode de Il a qu'à raison, le podcast dans lequel je parle de la culture qui m'intéresse moi. Après, logiquement, si vous êtes là, c'est que ça vous plaît aussi. On en est déjà au 7e épisode, que le temps passe vite, c'est incroyable. Merci pour vos messages, je vous remercie toujours parce qu'il y en a de plus en plus. On est de plus en plus, lentement mais sûrement, c'est cool. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler du Super Bowl. Non pas que je sois particulièrement fan de cet événement ou de football américain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus l'aspect business derrière l'événement. Et je pense que les coulisses vous plairont pas mal. Pour être honnête et parler même de manière plus précise, aujourd'hui, nous allons parler de comment l'icône hip-hop et magnat des affaires Jay-Z a pris d'assaut le business du Super Bowl. Donc dans cet épisode, on va parler, je vais vous présenter ce qu'est le Super Bowl, on va parler de tout des coulisses, comment ça s'organise, comment ça se passe avec les artistes et tout ce genre de trucs. Bref, c'est parti pour le 7e épisode de Il a qu'à raison. Générique! イラックは正しい。 Surprise, motherfucker. Alors, avant de nous plonger dans les détails de la stratégie de Jay-Z, revenons sur ce qu'est réellement le Super Bowl. Donc pour faire simple, le Super Bowl est la finale du championnat organisé par la National Football League, donc la NFL, qui n'est autre que la ligue de football américain. Car aux États-Unis, le football américain est largement plus populaire que le soccer, donc le football français, Mbappé, tout ça, tu connais. Et là-bas, le football américain, c'est vraiment respecté, c'est le sport national, il y a une économie folle derrière, donc c'est vraiment, vraiment très costaud. Mais pour en revenir au Super Bowl, c'est bien plus qu'un simple événement sportif. Avec le temps, c'est vraiment devenu une institution américaine, mais aussi et surtout une sorte de vitrine culturelle mondiale où le sport, la musique et la publicité se rencontrent dans un spectacle assez toujours plus exorbitant, toujours plus. Il y a eu énormément de Super Bowl mythiques, il y a eu celui de Michael Jackson, il y a eu celui de Beyoncé, des Destiny Childs, il y a eu celui de Prince qui était légendaire. Et vraiment, avec le temps en fait, la mi-temps du Super Bowl, le show de la mi-temps du Super Bowl est devenu l'événement le plus regardé au monde, il me semble. En tout cas, ça l'était les 3 dernières années. Mais du coup, pour obtenir de la publicité, c'est assez fou. Ça attire des millions de téléspectateurs. Du coup, là, il y a des chiffres qui étaient sortis, qui ont été signalés. Notamment, c'est 7 millions d'euros les 30 secondes de pub. Donc c'est vraiment un gros truc. Et en général, ceux qui payent, c'est les marques pour placer leurs meilleures pubs au Super Bowl. Ou souvent, c'est des studios de cinéma qui payent pour des bandes annonces. Par exemple, cette année, il y a eu le film Deadpool 3 qui a été révélé au Super Bowl parce qu'ils savaient que ça ferait de l'audience. La bande-annonce a été l'une des plus vues de toute la saga Marvel, tout ça. C'est un peu fou. Cette année aussi, il y a eu l'incroyable pub de Kanye West filmée avec son portable dans laquelle il disait qu'il avait mis tout l'argent pour payer la pub. Donc la pub, il l'a fait avec son portable et au final, son opération a marché parce qu'avec la visibilité du Super Bowl, il avait mis un lien vers sa boutique et ça lui a rapporté 19 millions de dollars en 3 jours. Donc le gars a investi 7 millions, il en récupère 19, elle est belle. Mais comme je disais, le Super Bowl, c'est pas vraiment le match le plus important d'un point de vue business. C'est aussi la mi-temps, le spectacle, le déploiement des plus grandes stars de la musique. Tu vois, c'est vraiment exorbitant. Et pendant de nombreuses années, c'était une affaire qui roule. Toutes les plus grandes pop stars américaines faisaient souvent le show à la mi-temps. Et tout a changé le 1er février 2004. Durant la finale, Janet Jackson et Justin Timberlake étaient appelés pour faire un show. Et accidentellement, Justin Timberlake a tiré la combinaison de Janet et il y a un de ses seins qui s'est vu. Ça a créé une shitstorm, une polémique. Tout est retombé sur la pauvre Janet. Justin Timberlake, jusqu'à aujourd'hui, il assume pas que c'est de sa faute. Dinguerie.
Mais en gros, à partir de là, les gens du Super Bowl ont eu un peu peur et ils ont décidé de mettre des artistes plus conventionnels, moins à problème. Il y avait des chanteurs de country, des trucs beaucoup plus famille. Sauf que les audiences baissaient. Et là, il y avait clairement, d'un point de vue business, il y avait une place à prendre. Et c'est là que Jay-Z est arrivé, entre guillemets. Mais ça, je vais bien vous expliquer comment c'est arrivé. Déjà, il y a une chose à savoir, c'est que les artistes qui se produisent lors de la mi-temps du Super Bowl ne sont pas rémunérés pour leur performance. Ça, c'est une dinguerie. Le budget, on le met sur la scénographie, sur les danseurs, les trucs, mais l'artiste n'est pas payé. C'est un fait surprenant pour beaucoup, mais étant donné l'énorme visibilité qu'offre le Super Bowl, bah c'est tout bénef pour l'artiste. En général, ses streams se multiplient dans les semaines suivantes de 200%, un truc comme ça. Et tu sais que tu auras la plus grosse visibilité que tu puisses avoir, limite dans ta carrière, tu vois. Et c'est pour ça que ça reste pour de nombreux artistes une opportunité inestimable de toucher un public qui n'aurait jamais touché en temps normal. Ça peut propulser des carrières, ça peut créer des polémiques hyper graves. Je me rappelle de MIA qui avait fait un doigt d'honneur durant la prestation de Madonna. Shitstorm, la meuf a disparu. Jay-Z l'a bloqué. Là, la pauvre, elle faisait des vidéos en disant ouais, Jay-Z il me donnait plus de nouvelles, je suis signé la base, bâtard. Mais bref. Du coup, les audiences du Super Bowl étant en train de baisser, Jay-Z est entré en jeu. Parce qu'en tant que figure emblématique de l'industrie musicale, il a vu l'opportunité de transformer la façon dont les artistes s'impliquent dans le spectacle de la mi-temps. Mais aussi, ça lui a permis aussi, d'un point de vue financier, de récolter les fruits de cette révolution. Donc, pour la petite histoire, c'est en 2019, la société de Jay-Z, Roc Nation, a été nommée pour organiser la mi-temps du Super Bowl. Donc c'est les nouveaux DA en charge de la programmation du Super Bowl. Et de vous à moi, je pense qu'ils se sont pris un petit billet là, oulala, parce que tu fais la programmation du plus gros show du monde. Ouais, la transaction devait être juteuse. Donc encore un bon point pour Sean Carter, pour Monsieur Beyoncé. Et l'initiative de cette transaction, elle se concentre également sur les efforts de justice sociale. Parce qu'il y avait beaucoup de, comme je vous ai dit, de chanteurs de country, de chanteurs entre guillemets blancs, et il n'y avait pas assez de diversité, il n'y avait pas de représentation, et c'est toujours bien d'avoir un Jay-Z dans la poche ou dans l'équation pour redonner de la légitimité à tirer un nouveau type de public. Et vraiment, cet événement, cette nomination de Roc Nation par la NFL, elle a été lancée suite au traitement controversé par la NFL de l'ancien joueur Colin Kaepernick. J'arrive jamais à dire son nom. Donc, pour la petite histoire, ce joueur de football américain, durant le Super Bowl, il s'était agenouillé pendant l'hymne national pour protester contre les brutalités policières de la saison 2016. Genre, il y a même des saisons de brutalité policière, c'est horrible. Mais en gros, il y avait trop de brutalité policière et lui, pour apporter son soutien, il s'était agenouillé. Et tous ses sponsors l'ont lâché, shitstorm. Mais il a eu le cœur du public. Et en gros, il y a plein de gens qui ont tourné le dos à la NFL. Et eux, ils ont dit que ça, c'est pas bon pour le business. C'est pour ça qu'il fallait qu'ils disent non, on est avec vous les gars. Donc ils ont appelé Jay-Z, tu vois. Jay-Z, il a dit ok, je vais faire la DA. Moi, j'ai la street avec moi. J'ai le peuple que vous n'avez pas en fait. Mais avant d'atteindre ce stade, Jay-Z quand même, il a surmonté v'là les obstacles. Hein. Il y a quelques années, il avait ouvertement critiqué le Super Bowl en plus pour son traitement des questions sociales et raciales. Donc je crois que ça a même été une manière de faire monter la pression. Ça se trouve, il négociait déjà avec eux, et il les a critiqués en public pour dire ouais, ça manque de diversité, et lui être en position de force durant le transfert. Il avait même appelé au boycott de l'événement, et ça avait suscité un débat national aux États-Unis sur le rôle de la NFL dans la lutte pour les justices sociales. Donc monsieur fin stratège, il a grave bien géré son coup, c'est une dinguerie quand même.
Mais au lieu de rester en marge, Jay-Z et Roc Nation ont conclu un accord, hein, avec la NFL et faisant de lui le premier programmateur de la mi-temps du Super Bowl afro-américain. Donc, nouveau record pour Sean Carter. Et cette décision, elle a ouvert la voie à une nouvelle ère dans le monde du divertissement sportif, mettant en avant tout ce que je vous ai dit, hein, la diversité, l'inclusion, vraiment mise au premier plan. Un peu dans l'esprit dans l'esprit actuel, hein, tout ce qui est les séries. Maintenant, il y a vraiment une culture woke, de bienveillance, faut représenter tout le monde. Et des fois, à défaut du fond, quoi. Mais en gros, c'était vraiment... fallait de la diversité, c'était le créneau, c'était la période. Jay-Z a sauvé les meubles, parfait, tout le monde est content. Et surtout, Jay-Z a cette faculté de transformer un business et de lui faire atteindre son plus haut potentiel, en fait. Et il a vraiment, vraiment transformé le business de la mi-temps du Super Bowl en une machine à générer des revenus. Le type a créé des opportunités lucratives pour des artistes tout en consolidant son statut et son empreinte dans l'industrie. Et ça, c'est fort parce qu'il est vu comme le sauveur qui change l'histoire, ce qui techniquement est le cas, même s'il l'a provoqué. Mais en même temps, il fait des passes à des artistes qui étaient reconnus du public rap, du public même populaire, mais qui n'avaient jamais accès à ce genre d'événement. Par exemple, pour l'un des premiers qu'il a fait, ou le premier il me semble, il avait booké Dr. Dre, qui a ramené Snoop, Eminem, 50 Cent et Kendrick Lamar. Donc c'était un plateau incroyable à la mi-temps du Super Bowl, ça a généré des revenus, vous n'avez pas idée. Mais, euh, mais avant, même Snoop qui est considéré comme beaucoup comme une légende, tu vois, pour moi, Snoop c'est une légende, le gars il a depuis 100 ans, c'est l'oncle que tout le monde voulait, tu vois, c'est tonton cool, tonton Snoop. Même lui avec son statut, et pourtant Snoop avait déjà fait une résidence à Vegas, donc ça montrait vraiment son statut de star, mais il n'avait jamais fait de Super Bowl. Et du coup, il y a eu un vrai impact culturel au-delà de, au-delà de l'aspect pécunier, financier, et ça, c'est assez fou. Ça vend du rêve, en fait, aux jeunes qui se sentaient pas représentés. Et on se rappelle aussi de la scène un peu drôle de 50 Cent qui refait la scène d'Inda Club à l'envers, mais qui n'avait plus le même physique qu'à ses jeunes années. Ça avait beaucoup fait jaser sur Internet. Même lui, il en a ri, il en faisait des mèmes sur son compte. Il y a vraiment l'aspect viral aussi du truc. L'événement, dès qu'il se passe quelque chose au Super Bowl, c'est relayé partout dans le monde. Pendant 2 semaines, on ne parle que de ça. D'ailleurs, quelques mois avant l'annonce de la collaboration avec Roc Nation, la NFL avait été critiquée parce que le groupe de pop-rock Maroon 5 avait été choisi pour être en tête d'affiche de la mi-temps du Super Bowl 2019, malgré le fait que l'événement se déroulait à Atlanta. Donc Atlanta, c'est vraiment une des capitales du hip-hop. Et les gens avaient particulièrement mal pris que ce soit Maroon 5 qui fasse la mi-temps. Après, sur le plan logistique, depuis l'implication de Roc Nation, le processus de sélection des artistes a totalement changé. Avant, la NFL contactait plusieurs artistes et ils sélectionnaient parmi celui ou ceux qui acceptent. Alors que maintenant, le processus consiste à demander à un seul artiste à la fois. Donc Jennifer Lopez et Shakira ont été les premières à monter sur la scène après que Roc Nation ait pris les rênes. Lors du spectacle de la mi-temps 2020, c'était à Miami. Et leur performance, c'était vraiment un hommage à la culture latine. Et surtout, le show était très bien, hein. Le show, je m'en rappelle, je l'avais regardé 2, 3 fois. Et c'était très cool. Et bon point pour eux, parce que représentation ethnique, parce que artistes appréciés du large public, du grand public. Tout est bien qui finit bien. En 2021, The Weeknd a présenté un spectacle massif. C'était à Tampa, en Floride. Et pareil, ça s'est très bien passé. En plus, c'est un artiste de Toronto, donc pas américain. Du coup, ça montrait une fois de plus l'ouverture de la NFL
L'artiste est métis, donc je vous apprends rien, mais du coup, The Weeknd, ça passait bien. Surtout que 2021, c'était une très bonne année pour lui. En 2022, comme je vous ai dit, il y a eu Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar et 50 Cent. Et il y avait même Anderson .Paak, d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire. Ils ont offert un spectacle légendaire. C'était vraiment la célébration du hip-hop de la côte ouest, quoi. Avec toutes les générations, et tous les hits, quoi. Tous les hits West Coast, c'était vraiment la célébration de la West Coast au Super Bowl, quoi. C'était beau. Parce qu'on avait les plus grands représentants du truc, toujours en activité. L'année suivante, c'était Rihanna qui a illuminé la scène. C'était à Glendale, en Arizona, avec son incroyable costume rouge. Et le spectacle était cool, même s'il y avait beaucoup de playback. Mais elle a révélé sa grossesse après près de 4 ans d'absence de performance. Elle revient sur scène au Super Bowl parce qu'elle sait que c'est le plus gros événement du monde pour faire parler. Et ça n'a pas manqué car ce Super Bowl avec Rihanna fut l'événement le plus regardé de tous les temps. Voilà, bravo, merci. Elle a fini le jeu. Salut, à plus. Et cette année, en 2024, on a eu Usher qui a fait un très bon show. Après, le pauvre, parce qu'il y a beaucoup de playback dans les shows du Super Bowl, faut le savoir. C'est à part quand c'était vraiment du rap et tout, il y a énormément d'artistes qui font des playbacks parce que comme c'est des prestations assez chargées, il y a de la danse, il y a des chorégraphies, il y a des changements de costumes. C'est risqué de vraiment chanter et danser. Et cette année, respect à Usher parce que lui, il a fait quoi. Il y en a qui se sont plaints, ouais, des fois on l'entendait mal, ça bougeait, je sais pas quoi, mais techniquement la prestation était vraiment cool. Et le mec a chanté tout son show. Il a tenu les murs, il a dit écoutez les gars, moi je suis tonton R&B, je vais vous montrer un vrai show. Et du coup, c'est cool. Et franchement, derrière il a sorti son album, ça a explosé ses ventes, tout ça. Mais il n'a pas eu la première place parce que Kanye West est toujours le plus fort du monde. Il a sorti au même moment, mauvaise période. Mais bon, là, je chipote, hein, mais Usher est très content parce que ce Super Bowl lui a donné une visibilité énorme. Tout le monde a parlé de lui, notamment le passage avec Alicia Keys où il la prend dans ses bras, ça a fait parler. Derrière, faut savoir que le gars a une résidence à Las Vegas qui va commencer. Du coup, les ventes de billets ont dû exploser. Et franchement, ça fait du bien à son business. Donc même s'il n'a pas été payé, le gars est content, il a gagné, il a multiplié par 2 ou 3 son chiffre d'affaires, voire plus, tu vois. Et ça, c'est assez fou, c'est vraiment l'effet Super Bowl, c'est un business ultra lucratif, c'est c'est assez fou. D'ailleurs, Jay-Z a toujours un petit mot pour les artistes, hein, tous les ans, c'est devenu un peu un truc récurrent comme la playlist d'Obama. Donc tous les ans, quand un artiste est sélectionné par Roc Nation, Jay-Z a toujours un petit commentaire à faire. Et cette année, c'était un peu drôle. Le commentaire sur Usher, tu sais, c'est tellement cliché. Genre, il disait, il est l'un des plus grands artistes de notre époque, et je pense qu'il prendra sa place légitime. Genre, c'était à... Comment il s'appelle ce média? Entertainment Tonight qu'il a dit ça, Jay-Z. Et en fait aussi, d'un point de côté, même si la phrase paraît cliché, ce qu'il dit, c'est vrai. Parce que Jay-Z, là, en faisant des moves comme ça, il y a des artistes qui sont des légendes pour les gens qui les écoutent, les gens du hip-hop, tout ça. Mais pour le grand public, c'est pas acté. Il les voit de loin depuis des années, quoi. Et en faisant ça, Jay-Z donne un nouveau statut à des artistes parce qu'une fois dans ta carrière que t'as fait le Super Bowl, ton statut change, tu vois. T'es pris, tu te bookes plus cher, tu peux faire des collaborations avec des marques, tu vois, ça, ton statut évolue, quoi. Et surtout, dans la tête des gens, tu rentres un peu dans le créneau des légendes. C'est assez fou. Et je pense que ça fait partie aussi des choses auxquelles Jay-Z a contribué en devenant DA, entre guillemets, via Roc Nation, de la programmation du show de la mi-temps du Super Bowl. Bref, maintenant quand vous regarderez le prochain Super Bowl, la prochaine mi-temps, rappelez-vous que derrière les feux d'artifice et les chorégraphies spectaculaires, il y a vraiment une histoire intéressante d'un point de vue historique, marketing et business.
Et il y a pas mal de stratégies commerciales avec Jay-Z en tête d'affiche. Hein. C'est Game of Thrones en fait. Parce que maintenant, il y a vraiment une réflexion sur qui on va booker, euh, quel artiste, quel partenaire, quel truc, quel sponsor. C'est vraiment les échecs. En gros, Jay-Z, tous les ans, maintenant, il se dit qui je veux faire rentrer dans l'histoire. Et ça, c'est assez fou. Et c'est sur ces mots que je finirai ma petite exploration du sujet. J'espère au moins vous avoir appris quelque chose sur le Super Bowl, sur le business, les coulisses, comment ça se passe et tout ça. Ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le Super Bowl, sur la programmation des artistes, si un des spectacles vous a marqué. Postez-le dans les commentaires, ça ferait plaisir. N'hésitez pas aussi à partager ce podcast si vraiment il vous a plu. Ça m'aiderait énormément parce que là, l'audience est encore basse. Hein. Ça va monter, mais tranquillement. Plus ça monte, vite mieux on se porte. Et comme vous le savez, la chaîne YouTube est disponible. D'ailleurs, ce podcast est disponible en streaming sur les plateformes de streaming et sur YouTube. Et je vais lancer bientôt un Patreon. Je me suis dit, comme maintenant je commence à être vraiment régulier, faire pas mal de contenu. Pour chaque contenu, je vais pas vous cacher que je fais des recherches sur les thèmes, les trucs, je regarde des interviews, je me tape des heures de... C'est un peu comme les profs, hein, pour préparer mon cours, il y a du travail, hein, il y a beaucoup de travail. Bah, c'est pour ça que je me suis dit, ça serait cool si vous souhaitez m'aider à... Ouais, il y a un petit Patreon. Je vais lancer ça bientôt, je vous en reparle. Ça se trouve, il y aura un lien dans la description, on sait pas. Bref. C'était ma plongée dans le monde du marketing et des affaires avec une touche de glamour et de Super Bowl et les grosses lèvres de Sean Carter. Bref, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode d'Ilak a raison. Si vous avez des sujets à proposer, n'hésitez pas. Et en attendant, je vous fais des bisous les humains et je vous dis à bientôt pour une nouvelle exploration. Peace!